Et bonjour, j'espère que vous allez bien et qu'on m'entend correctement. Euh, Quelques petites modifications de mon setup, donc n'hésitez pas à me signaler s'il y a des soucis, si on m'entend pas bien ou ce genre de choses. Et puis sinon, eh bien, bonjour à tous, en tout cas à tous ceux qui sont connectés. Et bienvenue. Un petit peu compliqué d'organiser un live en ce moment vu mon emploi du temps, mais on va quand même essayer de s'y tenir. Du coup, pour commencer, un petit rappel des derniers épisodes, on va dire. La dernière fois, on a eu le grand plaisir de recevoir Simon Gardette, a.k.a. Yakamo, qui nous a notamment parlé de son parcours, évidemment, mais également de quelques bonnes pratiques et recommandations, on va dire, euh, par rapport à son expérience de dev. Et puis on avait fini par un peu de mise en pratique avec une librairie de visualisation qui s'appelle Seaborn, avec laquelle on a réussi à faire quelques graphes qu'on reverra, je pense, peut-être pas cette semaine, mais certainement la semaine prochaine ou la suivante, avec des mises en pratique par rapport à notre projet d'utilisation de Google PageSpeed. En tout cas, par rapport à ce live du coup d'il y a 2 semaines maintenant, l'idée aujourd'hui pour moi c'était d'essayer de faire un peu une mise en pratique justement des conseils de Simon. Puisque, comme je l'ai dit, moi je suis pas forcément le plus, comment dirais-je, le plus assidu sur certains de ces aspects-là, et notamment sur tout ce qui va être mise en forme de code, etc. Et du coup, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Du coup, donc concrètement dans les choses qu'on a évoquées avec Simon, il y a plein de choses qui pourraient retenir votre attention, on va dire, mais il y en a deux en particulier sur lesquelles j'ai envie de commencer à nous pencher maintenant, et puis on verra en fonction de l'heure ce qu'on a le temps de faire ou pas pour la suite. Et en fait, c'est deux utilitaires, on va dire, qui permettent de mettre en place des règles et des bonnes pratiques sur le formatage du code, et puis tout ce qui va être, comment dire, euh, indentation, etc. Alors, il y a deux packages en particulier. Le premier, c'est Black. Alors, vous noterez que j'ai choisi de rechercher Black Python pour éviter de tomber sur plein d'autres choses. Et puis le deuxième dont on parlera également, c'est Flake 8. Alors comme je l'ai dit, c'est des outils que moi j'utilise quasiment pas en fait. Ça m'est arrivé de les utiliser par le passé, mais moi j'avoue que depuis que j'ai changé d'ordinateur il y a maintenant, je dirais une bonne année, j'ai même pas pris la peine de réinstaller ces utilitaires-là. Encore moins sur la machine que j'utilise du coup pour les lives. Qui pour rappel n'est pas mon ordinateur principal, mais un vieux MacBook Pro qui a une bonne huitaine d'années maintenant et qui fonctionne toujours comme un charme. Voilà, donc l'idée ça va être de regarder un peu comment on met ça en place et qu'est-ce que ça nous apporte dans notre pratique, on va dire. Donc Black, pour commencer, qu'est-ce que c'est que Black? Donc c'est un code formateur. Tac, tac, tac. Donc ce qu'on nous dit, c'est que en l'utilisant, on accepte de céder le contrôle de mise en forme à la main. Et en retour, Black nous apporte de la vitesse, du déterminisme et de la liberté vis-à-vis du Pycode style. Je vais baisser un petit peu le retour de mon côté parce que la musique est un peu forte. Voilà, j'espère que c'est bien intelligible pour tout le monde. Du coup, voilà, donc l'idée, en tout cas telle que moi je l'entrevois, c'est que cet utilitaire-là
va s'assurer que notre code est bien formaté, qu'on a bien la bonne indentation par exemple partout, etc. Et puis évidemment aller probablement un petit peu plus loin que ça. Donc bon, si on regarde un petit peu les détails de cette documentation et qu'on va voir par exemple le Black Code Style, il va nous expliquer par exemple comment il va afficher tel ou tel élément. Donc typiquement, si on s'amuse à faire des listes comme ça sur plusieurs lignes, a priori, il va les remettre sur une seule ligne. À l'inverse, il va probablement aussi indenter les appels à des fonctions quand les éléments sont un petit peu trop longs. On a un autre exemple ici où du coup la définition de nos variables pour une fonction va être affichée sur plusieurs lignes, donc ça c'est un peu plus lisible, etc. Bref, il y a pas mal de choses comme ça qui sont des trucs qu'on n'a pas forcément soit l'habitude de faire, ou en tout cas qui sont difficiles à systématiser, on va dire. Je parle pour moi le premier, mais typiquement sur les définitions de fonctions. Ça m'arrive de plus en plus d'utiliser cette syntaxe avec une variable par ligne, parce que plus on rajoute de variables, moins ça devient lisible de tout mettre sur une seule ligne. Mais c'est pas forcément quelque chose que je systématise. Et du coup, je pense que ça peut vraiment être une bonne idée que de mettre en place un outil comme celui-ci. Bref, je vais arrêter là pour la lecture de la doc. On va voir comment on installe Black, sachant que, comme on l'a dit, il y avait deux options, on va dire. Alors, on a un package Python qu'on va pouvoir lancer manuellement, on va dire. Mais il me semble qu'on peut aussi... Hop, si je vais sur la homepage de Black, il me semble qu'on peut aussi l'intégrer directement à VS Code. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas. Peut-être que j'ai rêvé. Peut-être qu'il suffit simplement de demander à Google. Et voilà, donc on tombe directement sur ce magnifique article qui va nous expliquer comment intégrer Black avec VS Code. Ok, donc ce n'est pas un plugin comme je le pensais pour VS Code, mais c'est plutôt dans la configuration de VS Code qu'il va falloir mettre en place un formateur. Ok. Bon, on va commencer par installer Black. Alors, on voit qu'on a trois même manières de l'installer. Donc la manière classique avec un simple pip install Black. On nous dit aussi que si l'idée c'est d'utiliser Black avec des notebooks Jupyter, ce qui est quand même un cas d'utilisation assez important pour le SEO, on peut installer une version spéciale de Black pour Jupyter. On va voir si on a le temps d'essayer ça. Et puis on peut également, plutôt que d'installer le package intégré à pipey.org, donc à la librairie, on va dire, de la bibliothèque, je sais pas comment appeler ça, enfin, en tout cas le répertoire des librairies Python. Si on veut vraiment avoir les toutes dernières versions, on peut aussi installer directement le package depuis son URL Git. Bon, je pense que dans notre cas, c'est pas bien utile, on va se contenter d'une installation classique. Hop, je vais donc m'ouvrir un petit terminal. Là, une petite mise à jour de ZSH, on verra ça plus tard. On va reprendre notre dernier projet qui doit être le projet CTIL.
Et du coup, dans ce projet, bon, j'ai pas grand-chose. Donc j'ai un environnement local avec une version Python 3.10.6. Ok. Et donc je peux installer Black. Pas de souci a priori, je peux mettre à jour Pip, puisqu'il y a encore une nouvelle version de Pip. J'ai un peu l'impression qu'il y en a à chaque fois que je lance cette machine. Peu importe. Voilà, donc on a installé Black. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de faire peut-être un avant-après. Donc concrètement, si je prends notre code, on a un fichier principal qui s'appelle main.py qu'on va ouvrir ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais le copier et en faire une sauvegarde temporaire dans ce fichier-là. Hop, voilà. Et donc là déjà, si on lance un petit black sur main.py, qu'est-ce qui se passe? Hold on, one file reformatted. Bon, et qu'est-ce que ça a changé? Alors, je dois pouvoir, il me semble, affichage. Ok. Et on va pouvoir comparer nos deux fichiers. Donc jusqu'ici, pas grand-chose de différent. On voit qu'il a sauté une ligne supplémentaire ici. Donc ça fait typiquement partie des choses que Simon avait évoqué, c'est-à-dire que la bonne pratique, normalement, c'est de sauter deux lignes avant une définition de fonction. Chose que je ne respecte personnellement jamais. Donc c'est bien de voir que Black s'en est chargé. Hop, si je compare un petit peu, ici pas grand chose de différent. J'ai l'impression qu'il a peut-être sauté une ligne en plus. Bref, il aère un peu plus le code, on va dire. Pas énormément de différence, hein, à première vue en tout cas. Ce qui peut vouloir dire deux choses, c'est soit que je fais déjà du code plutôt propre, et j'avoue que c'est pas forcément toujours le cas, parce que quand je code quelque chose rapidement pour moi, pour un usage vraiment rapide, bah, je vais pas forcément prendre le temps de mettre toutes les formes, on va dire. On pourrait avoir une vision des choses un peu moins sympathique et se dire que peut-être que tout simplement Black ne sert pas à grand chose. Alors en pratique, là on a du code qui est quand même plutôt simple et que je m'efforce quand même de rendre relativement lisible, puisque bah, le but, encore une fois, c'est de faire en sorte que vous puissiez facilement le reprendre et comprendre de quoi il s'agit. Et typiquement, bon, là, on a quand même quelques petites différences sur la manière d'indenter, on va dire, le code. Bon, rien de bien méchant. C'est un style qui vaut ce qu'il vaut, on va dire. Voilà, là, par exemple, il a sauté des lignes sur les définitions d'add argument. C'est vrai que c'est plus lisible. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que il saute des lignes pour un des arguments, mais pas pour l'autre. Pourquoi? C'est une bonne question. Bon, en tout cas, voilà. Ça fonctionne. Il y a bien quelque chose qui s'est passé. Et donc c'est intéressant. Maintenant, bah, comme je le disais tout à l'heure, le but, ça va être aussi de pouvoir intégrer ça directement dans VS Code, puisque comme ça, bah, l'objectif, en fait, c'est que
cet utilitaire s'exécute automatiquement et qu'on n'ait même plus besoin de se demander s'il fonctionne ou pas. Alors évidemment, là je m'intéresse à VS Code parce que moi c'est l'éditeur que j'utilise pour Python, mais il est bien sûr certain que vous retrouverez à 95% le même genre de système, quel que soit l'éditeur que vous utilisez ou l'IDE que vous utilisez. Voilà, donc je vous encourage à faire comme moi, c'est-à-dire taper Python Black plus le nom de votre IDE ou de votre éditeur de code, et puis vous allez très très vite tomber sur ce genre de tutoriel. Alors du coup, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que j'aille dans Code Preferences Settings. Ok. Bon, ça je peux le fermer. Et ensuite, je vais devoir chercher Python Formatting Provider. Hop, alors là, je peux voir que mon provider actuel, c'est AutoPep8. Bon, on va passer sur Black. Pardon. Et on va voir ce que ça me donne. Il y a une deuxième option à cocher également, c'est le fait de cocher la case Format on Save. Hop, du coup. Hop, cochons cette. Ok. Bon, et bien on va tester tout simplement. Si je réutilise ce fichier-là que je vais supprimer de toute façon après. Ouais, on va peut-être le renommer avant. Hop, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. On va l'appeler main2 comme ça. Il n'y aura pas de doute. Et on va se rajouter une fonction absurde. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme code un petit peu abscon? Peut-être une liste. Allez, hop, je vais sauvegarder ça et on va voir ce que ça donne. Ah, le formateur Black n'est pas installé. Souhaitez-vous l'installer? Bah oui. Ok. Mais alors du coup, il n'a pas fonctionné là. Bon. Ok. Et donc je constate qu'effectivement Black s'exécute bien lorsque je sauvegarde mon fichier, puisque là il a bien formaté ma liste. Bon, a priori c'est un succès. À voir après comment à l'usage on s'habitue à ce genre d'outils là. Moi je sais que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais un peu cessé d'utiliser Black à l'époque où je l'avais testé, c'est que il y a toujours des petites choses un petit peu étonnantes, comme on peut le voir ici avec ce add argument qui est sur une seule ligne ici, sur une seule ligne ici, sur 3 lignes là, et puis sur plein de lignes ici, on comprend pas trop pourquoi. A priori, il y a quand même pas énormément de différence entre chacune de ces lignes. Donc un petit peu étonnant
de constater les choix, on va dire, qui sont faits par ce formateur-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un petit peu frustrant, on va dire, à l'usage, d'autant plus que là, typiquement, si je remets tout sur une seule ligne et que je sauvegarde, et bah, en fait, il va me forcer la main et n'en faire qu'à sa tête. Donc c'est un des défauts que je vois à ce formateur-là. Mine de rien, ça a quand même pas mal de qualité. C'est le fait que on soit garanti, on va dire, d'avoir un style uniforme, notamment lorsqu'on travaille en équipe. C'est surtout dans ce genre de cas-là que c'est intéressant. Mais bref, passons. On va tester le deuxième package, puisque a priori Black ça fonctionne bien. Et donc le deuxième c'était Flake 8. Donc comme Simon nous l'avait expliqué, Flake 8 c'est un petit peu le même genre d'utilitaire, mine de rien. L'idée tout simplement c'est de forcer la mise en place ne jamais traduire les pages en anglais, ça m'ira bien. Forcer la mise en place de bonnes pratiques et notamment de celles qui sont édictées par la Python Software Company, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas les gens qui éditent le langage de Python, qui est le PEP 8 ou PEP 8 si vous parlez anglais. Voilà, donc je pense que c'est un peu équivalent à Black, on va dire, mais peut-être un petit peu différent quand même. On va voir ce qu'on peut comparer ou pas. En tout cas, dans la documentation, qu'est-ce qu'on me raconte? Bon, l'installation, c'est quelque chose d'assez classique. Il faut utiliser Flake 8 avec la version correcte de Python qu'on utilise. Bah ouais, forcément. L'usage en mode manuel est assez classique. Et ça c'est intéressant parce que Flake 8 peut se concentrer uniquement sur certains warnings ou certaines erreurs. Et a priori j'imagine qu'on va retrouver la liste de tous ces codes d'erreurs ou de warnings dans dans la documentation. Donc on peut soit sélectionner uniquement certains codes qu'on souhaite surveiller et pas le reste, ou alors à l'inverse faire une sorte de blacklist et lui dire si tu rencontres ce genre d'erreur là, en fait on s'en fout, donc tu peux les ignorer. Donc ça c'est plutôt intéressant et alors on n'a pas beaucoup creusé la doc de Black, mais en tout cas ça nous était pas proposé facilement directement. Ok, très bien. Et puis du coup, ce qu'on avait vu également, c'est que il y avait un plugin pour Visual Studio Code avec Flake 8. Alors, je ne dois pas être tombé au bon endroit, on va dire. Bon, on va déjà creuser l'installation classique de Flake 8 et puis on reviendra là-dessus après. Alors, pip install Flake 8, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, a priori, c'est déjà enregistré. Je vais annuler toutes mes modifications ici pour voir si je reviens à mon état de départ. Qu'est-ce que ça va nous donner? Hop, je pense que là on est bien. Ah oui, mais alors par contre du coup il faut que je désactive Black. Bon, ce qu'on va
va faire, c'est qu'on va laisser ça de côté. On va enregistrer ça dans un fichier qui n'est pas du Python. Mais en fait, Black s'en fout. Ok, et si je lui dis que... Si je lui dis que c'est pas du Python, mais c'est du texte, par exemple. Texte brut. Hop, voilà. Là, je peux sauvegarder sans que Black vienne fourrer son nez dans mes affaires. Donc, très bien. Ok. Alors, du coup, j'ai donc mon fichier main.back. Je sais pas si je peux... Bon, on va tenter. Oh là 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 là. Donc on peut voir que l'approche de Flake est assez différente, puisque là on corrige pas les erreurs à ma place, mais on me dit là où j'ai des soucis. Donc typiquement là ce qu'il me dit c'est attention, ligne 11 caractère 1 a priori, on attend 2 lignes blanches et tu n'en as mis qu'une seule. Ligne 12 caractère 80, la ligne elle est trop longue. Elle fait 84 caractères alors qu'elle devrait en faire 79 au maximum. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Effectivement, c'est un commentaire qui est un peu trop long. En tout cas, ouais, ça me plaît un peu plus que Black, puisque, notamment dans une optique d'apprendre le langage et les bonnes pratiques, là on me pointe du doigt mes erreurs plutôt que de les corriger, et du coup ça me permet de bien savoir ce que j'ai mal fait finalement. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis du coup si on creuse le sujet de Flake 8 dans VS Code, cet article sur Medium m'a l'air assez prometteur, pardon. Ok, bon Black on a vu déjà. Ok, donc a priori, il suffit simplement de lui indiquer qu'on veut utiliser le linter Flake 8. Et ça devrait suffire. Ok. Alors, comment il l'a appelé, lui? Ah, voilà, select. Pourquoi moi j'ai pas ça? Alors, j'ai pas les mêmes options que ce monsieur, c'est un petit peu perturbant. Si je le fais depuis un fichier Python, je pense que ça va pas changer grand chose. Ah voilà. Et donc on a dit qu'on voulait Flake 8. Flake 8 n'est pas installé, il faut l'installer. Hop, a priori tout va bien. Et du coup, si je reprends mon code d'avant, hop, et que je sauvegarde,
Qu'est-ce qui se passe? Bon, a priori, j'ai Black qui a fait sa sauce comme tout à l'heure. Ça, c'est normal. Mais du coup... J'ai du mal à voir ce que Flake nous rapporte. Ah, voilà. Ok. Donc j'ai des petits trucs qui apparaissent notamment sous cette forme-là, lorsqu'il y a un souci. Ok, et le souci le plus souvent, c'est que mes lignes sont trop longues. Bon, donc rien de bien méchant. Typiquement, ça fait partie des choses, comme on l'a vu dans la documentation, qu'on pourrait lui dire d'ignorer parce que la plupart du temps, ça va être relativement normal, mais en même temps, ça peut aussi nous permettre de faire en sorte que notre code soit plus étroit, on va dire, et du coup plus facile à lire. Je pense que dans la plupart du temps, des configurations en tout cas, ça n'aura aucune espèce d'importance puisque on est quand même sur des ordinateurs qui ont des écrans de plus en plus larges. Là ici j'ai zoomé pas mal pour que le code soit relativement lisible pour vous les viewers. Donc a priori, si vous dézoomez un peu, la largeur des lignes ne devrait pas trop être un problème. En tout cas, c'est intéressant et plutôt prometteur, on va dire. On va voir à quel point ça me saoule ou pas d'utiliser ces outils-là et à quel délai il va me falloir pour désactiver l'un ou l'autre ou les deux. Mais ça, ce sera à suivre dans les prochains épisodes. Ah, on a Nils qui rejoint le chat. Salut Nils, j'espère que tu vas bien. Du coup, bah, ça c'est fait. On va pouvoir passer à la suite. Sachant qu'il est déjà 17h35. Alors moi ça va, merci. Un emploi du temps bien chargé, mais j'espère que ça va se calmer un petit peu dans les prochaines semaines, histoire qu'on ait un peu plus le temps de se poser, on va dire. Donc il nous reste une bonne vingtaine de minutes à passer ensemble. J'avais plusieurs idées en tête, mais du coup, bah, on va se concentrer sur une de ces idées-là. Donc, typiquement, l'objectif, ça va être de reprendre notre fameux projet CTIL et essayer de le pousser encore un petit peu plus dans ses retranchements. Donc, pour rappel, on a un projet qui, lorsqu'on l'exécute, en lui indiquant avec un fichier d'entrée qui contient une liste d'URL, en fait ce script va tout simplement aller se connecter à l'API Google PageSpeed et récupérer un certain nombre d'infos sur ces URL. Donc c'est très très basique, c'est pas très grave, c'est un exemple. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de voir si en quelques minutes qui nous restent, on est capable de générer peut-être un petit graphique d'évolution par rapport au run précédent, puisque le script sauvegarde également les infos dans une petite base de données MySQL. Donc on va patienter. Il reste une URL de mémoire à tester. Ok. Du coup,
si je me connecte à MySQL, histoire qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Avec un point virgule, c'est mieux. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a finalement dans cette table? On a pour chaque URL le overall score, le time to first byte et puis une date. Donc on peut voir que mes dates elles sont pas très continues, mais peu importe. On a quand même 1, 2, 3, 4 dates différentes, donc ça va nous permettre de faire un petit graphique d'évolution, même si a priori vu les têtes des scores qu'on voit là, il n'y aura pas des évolutions énormes. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois avec Simon, c'est la librairie Seaborn, qui du coup se branche bien, on va dire, à Pandas pour récupérer toutes ces infos-là. Et ben on va essayer de refaire un peu la même chose, finalement. Hop. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est alors peut-être déjà de faire un petit peu de ménage et de supprimer mes main.back et main2 qui ne servent plus à grand chose. Et on va se créer un nouveau fichier qu'on va tout bêtement appeler évolution. Alors, de quoi on va avoir besoin dans ce graphe d'évolution? On va avoir besoin de pandas, parce que ça va être bien pratique pour récupérer nos infos. Je pense qu'on va avoir du mal à se servir de PyMySQL. On va voir ce qu'on arrive à en faire ou pas. Et puis ce sera déjà bien. Hop. Hop, voilà. Donc là, on a une structure très basique de fichiers. Hop, j'ai bien mes utilitaires qui me font sauter les lignes que j'avais oublié de sauter. Et concrètement, de quoi on a besoin? C'est de connecter un data frame pandas à MySQL. Donc c'est assez simple, mais vu que j'ai pas énormément l'habitude de faire ce genre de choses, j'ai toujours des petits doutes sur ce qu'il faut fournir à Pandas pour qu'il se connecte. Hop. Ok. Alors, on va peut-être préciser que nous on utilise PyMySQL. Ah. Voilà, donc ça ressemble un peu plus à ce dont j'ai l'habitude. Bon, on va copier ce code-là et retourner dans notre éditeur, histoire de s'en inspirer. Alors ça, je vais le reprendre. Ok. Je vais donc devoir créer une connexion avec toutes les infos qui vont bien. Ça, on pourra aller le rechercher tout à l'heure dans notre premier fichier main. Et puis ensuite, il suffira de réutiliser ça. Hop.
notre table, elle s'appelle comment notre table déjà? Elle s'appelait Stream. Je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est pas grave. Alors, les infos de connexion, on les a déjà en fait récupérées ici. On n'a pas besoin de se connecter à l'API PageSpeed. Par contre, on a besoin de tout ça. Hop. Donc on récupère, comme dans le premier fichier finalement, le host, le user, le mot de passe, la base de données, la table que du coup je peux réutiliser ici. Hop. Et je pense qu'on est tout bon. Qu'est-ce qui se passe si je lance ce script là? Hop, je vais réorganiser mes bureaux. Ah oui, forcément, si j'installe pas Pandas, on va avoir du mal. Hop. Suspense. Je trouve ça un peu long là quand même. Ah, config parser is not defined. Bah oui, parce que je ne l'ai pas importé. On va finir par y arriver. Ah, ok. Le bug, en fait, il vient tout simplement du fait que j'utilisais le nom SQL à la fois comme raccourci pour PyMySQL et également comme une variable pour le select ici. Donc, ça devrait être un peu mieux maintenant. Hop, et si je recommence en ayant nettoyé mon code, voilà, on a bien récupéré le contenu de notre table. Donc c'est exactement le contenu, on peut voir que Pandas a bien compris que la colonne d'index c'était ID et du coup il a réutilisé les mêmes index, donc ça c'est plutôt cool, même si en soi ça sert pas à grand chose. Et j'ai quand même un petit warning par-dessus qui me dit que Pandas only supports SQL Alchemy Connectable or Database String URI or SQLite 3 DB API 2 Connection. En gros, il aime pas le fait que moi je lui ai passé directement une connexion. Bon, on verra une prochaine fois si on règle ce problème-là ou pas. C'est pas très grave puisque ça marche quand même. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'essayer de faire un petit graphique d'évolution. Typiquement, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est
un petit graphique d'évolution par line avec le time to first byte et peut-être que je peux faire un je crois que ma colonne s'appelle URL, donc je vais regrouper par URL ces infos là. Hop, qu'est-ce que ça va me donner si j'exécute ça? Ah. Alors ça ne marche pas parce que, grosso modo, bon, il y a plein de messages, mais ce qui retient mon attention, c'est surtout le dernier. Il me manque le package matplotlib. Je fais vraiment des erreurs de débutant ce soir. Alors, est-ce que simplement installer matplotlib va suffire ou est-ce qu'il faut que je l'injecte? Ok. Alors, du coup, ce qu'on va dire, c'est que... Pas sûr d'avoir besoin de ça. Je vais l'enlever pour l'instant. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, il veut pas. Bon, a priori, c'est pas la bonne méthode que j'utilise là. On va s'inspirer de ce qu'on a déjà fait par le passé, puisque alors c'était pas dans ce projet-là, mais ça devait être dans celui-ci peut-être. Voilà. On a déjà fait de la sauvegarde de plot. Bon, je vais essayer un truc plus simple, peut-être que ça va mieux marcher. Ah, le message d'erreur il a changé. L'attribut c'est pas savefig, alors... Est-ce que ce serait pas savefig avec un underscore? J'ai un petit doute. Qu'est-ce que ça change si je fais ça? Et là, je n'ai plus ce fameux message d'erreur. Donc, qu'est-ce que ça nous a fait? Hop, je dois avoir un fichier ttfb.png qui est apparu et qui m'affiche cette courbe qui n'a aucun sens. En gros, ce qui se passe ici, c'est que vu que j'ai tous les time to first byte qui ne sont pas groupés, c'est un petit peu moche.
Donc c'est pour ça que ce qui serait intéressant, c'est de les avoir par URL. Donc il y a deux manières de faire ça. La première, c'est simplement de filtrer en se disant je veux par exemple le graphique uniquement pour les URL qui contiennent Babar. Hop. Et du coup, ici, mon graphique devrait être un petit peu plus joli. Voilà. Donc on a une belle performance le 22 janvier par rapport aux autres dates qu'on a à notre disposition. Et pour le reste, on est plutôt sur une tendance à la hausse pour le time to first byte de Babar. Donc ça, c'est une première solution. Et l'autre solution qui, à mon avis, serait un peu plus élégante, c'est de faire un group by. Et le problème de ça, c'est que je me rappelle plus, je dois avouer, comment on fait. Et dans ces cas-là, comme je l'évoquais la dernière fois, une bonne manière de faire, c'est d'aller regarder sur la Python Graph Gallery. Qu'est-ce qu'il nous propose? Nous, on veut simplement un line chart. Ok, très bien. Bon, a priori, c'est ça qu'on veut faire. Alors, il y a plein de manières hein, de faire ça. Il y aurait une façon assez simple qui serait de regrouper les infos d'abord dans Pandas. Ici, ce qu'il nous propose de faire, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça va permettre de vraiment personnaliser l'apparence des courbes. Mais du coup, en fait, on va créer une courbe manuellement pour chacune de nos URL. Bon, a priori, c'est plutôt intéressant de procéder de cette manière-là. Donc on va s'en inspirer, hein, tout simplement. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ok, donc pour nous, les x-value, c'est toujours date. Alors, on va pas faire comme ça, en fait. Bon, là, on a une première courbe avec l'URL de Babar. Ce qu'on peut probablement faire, et ça doit certainement être proposé ici. Ok, bon, on va essayer ça, ça m'a l'air assez approprié.
S ou pas, subplot? Oui, il y a un S. Hop. Ah ah. Ah bah oui, forcément. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça n'a rien changé. Et là, est-ce que ça marche? Je vais essayer un truc, c'est... de ne sélectionner que le time to first byte. Bon, il n'en veut pas. Et j'ai jamais vu ce message d'erreur. Ok, bon. Il va falloir creuser un peu. Je vois qu'il est déjà 18h, donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. En tout cas, on va réussir à régler ça. L'idée, ce sera de poursuivre en essayant d'abord d'avoir un premier script qui va nous permettre peut-être manuellement de récupérer l'évolution et de faire quelques graphiques de ce style-là pour voir un petit peu ce qui s'est passé au fil du temps en fonction des données qu'on a en base de données. Et puis une fois que ce script-là fonctionnera, on essaiera d'intégrer ça à notre script principal et du coup de s'envoyer ce graphique d'évolution directement par email, ce qui sera encore plus sympa. Voilà, en tout cas, il est 18h, donc malheureusement, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie pour votre attention pour ceux qui étaient là en live. N'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois. Donc le prochain épisode, ce sera la semaine prochaine avec probablement un changement d'emploi du temps puisque mercredi prochain, malheureusement, moi je ne serai pas disponible. Donc je communiquerai la date exacte et l'horaire exact sur Twitter comme d'habitude. Et puis en attendant, écoutez, si vous regardez cet épisode en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou bien à me contacter sur Twitter comme certains le font également. Et puis d'ici là, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt.